Nous continuons avec actuellement Abraham Lévy, va nous parler de l'opportunité, des opportunités futures pour les sciences de la vie en Israël. Bonjour et merci pour cette invitation. C'est un honneur d'être ici. Alors, vous parlez du laboratoire. Alors, je vais essayer de vous amener dans le laboratoire un petit peu pour vous donner un peu le sentiment de ce que c'est de faire de la recherche et comment est-ce que ça peut continuer à définir un peu les avances dans l'État d'Israël. Vous remarquez que mon titre est un peu compliqué. En fait, Nico voulait un titre très simple, La science et technologie en 2088. Pour les raisons que mes prédécesseurs ont mentionnées, je dis, écoute, je ne me sens pas bien avec ce titre parce que qui peut dire où on sera en 2088 au niveau scientifique? C'est certainement un des domaines où il y a une telle accélération de la connaissance où on ne peut même pas savoir quelles questions on va poser dans 10 ans. Alors, dans 70 ans, encore moins. Par contre, on peut peut-être essayer de voir qu'est-ce qui a fait ce succès dont Dan parle, ce succès de l'économie, de la culture, de la science israélienne, qui a été un peu la locomotive du succès industriel. Elle s'est passée dans les universités. Et pour ça, on peut commencer par regarder les 70 dernières années, ou par contre, même aller avant l'État d'Israël, avant les 70 ans, il y avait déjà 3 universités en Israël, avant qu'il y ait un État. Il y avait l'université hébraïque à Jérusalem, le Technion et l'Institut Weizmann. C'était en fait la vision de Chaim Weizmann, la vision que Dan a mentionnée. Cette vision, nous devons être un sens de connaissance, de technologie. C'est différent de la vision de Ben Gurion, qui était basée sur le travail. Après ça, il y a eu l'université de Tel Aviv, Ben Gurion, Haïfa et Bar-Ilan, qui ont été établis dans les années 60 et 70. Et là, c'était les initiatives de Ben Gurion. Et depuis, plus d'universités. Il y a eu de nombreux collèges, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, pour de nombreuses raisons. D'abord, il n'y a pas d'études doctorales ni de recherche dans les collèges. Et en fait, la barre aussi est plus basse pour être acceptée. Il faut s'inquiéter des approches populistes qui disent que l'enseignement supérieur est désormais ouvert à tous. Si on réalise ça en baissant la barre, nous n'avons rien fait. Ce qu'il faut, c'est améliorer l'éducation, et on en va en parler, pour qu'on garde ce niveau d'excellence qui est nécessaire à notre succès pendant ces 70 prochaines années. Donc mon souhait, c'est que dans les 70 prochaines années, nous construisons quelques nouvelles universités qui maintiennent les normes d'excellence très élevées que nos pères fondateurs avaient établies pour nous. Et cela ne peut pas être fait par une décision politique de renommer un collège ou une Mikhlala en tant qu'université pour des raisons politiques. Ça doit être fait sur des bases d'excellence scientifique. Ces universités seront un centre où beaucoup de cerveaux qui sont à l'étranger aujourd'hui et qui cherchent du travail ont du mal à retourner en Israël. Voilà. Donc, je suis moi-même de l'Institut Weizmann, ce qui n'est pas une université, c'est un centre de recherche. Nous avons seulement un graduate school, c'est-à-dire des études de master et doctorat. Et notre devise est l'excellence académique. En fait, nous n'avons aucun agenda spécifique pour développer tel ou tel domaine. Ce qui est une bonne chose, puisqu'on ne sait jamais où on va quand on fait de la science. On pose une question et on ne sait pas où ça nous amène. Donc notre stratégie est de recruter les meilleurs cerveaux et de leur donner les meilleurs outils pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ils ont une liberté académique totale. Cela fonctionne très bien et notre institut est régulièrement classé parmi les meilleurs instituts de recherche au monde. Donc ce modèle de Weizmann pourrait être copié et même renforcé, et je pense qu'il tiendra la distance puisqu'il est totalement flexible et agile. Il peut s'adapter. Il commence par les scientifiques, c'est eux qui décident, ce n'est pas les dirigeants qui décident pour eux. On pourrait même, beaucoup de la recherche à Weizmann est aussi multidisciplinaire, elle mélange les sciences computer science avec la biologie, avec les mathématiques et la physique, ce qui est une partie du succès maintenant de la science moderne. J'imagine qu'on pourrait continuer à étendre cette multidisciplinarité en créant peut-être
annexé ou jumelé à Weizmann un institut où on pourrait faire de la biologie, de la physique, des mathématiques, l'ingénierie, l'architecture et les arts. Tout cela mergé et mélangé ensemble, fusionné ensemble. Ça s'appelle parfois la multidisciplinarité. Moi, je préfère le thème d'antidisciplinarité. La science moderne, il n'y a plus de discipline. On peut imaginer beaucoup de choses qui se fassent dans le futur, utiliser l'informatique pour construire un gène qui va être cloné dans un organisme, qui va créer des nouveaux matériaux, ce qui ferait de la chimie avancée, de la nanotechnologie, des nouvelles fibres, etc. Je pourrais donner beaucoup d'exemples, mais mon but ici n'est pas de donner une vision futuristique de la science dans le futur, mais d'essayer de parler de la science israélienne. Alors, c'est là où on doit poser la question, y a-t-il une science israélienne ? La réponse est non. La science est la même partout. Les lois de la nature sont les mêmes à Rehovot, à Paris, à Téhéran. Peut-être qu'à Jérusalem, ça change parfois avec les miracles, on ne sait jamais. Mais les lois sont les mêmes. Alors, qu'est-ce qui est différent dans la science israélienne ? Qu'est-ce qu'il a fait si spécial qui nous a amené au succès économique que Dan a mentionné ? Ce qui est différent, ce n'est pas la science elle-même. On pose les mêmes questions, on étudie les mêmes choses. Ce qui est différent, c'est la manière dont la science est faite. Et c'est là où la culture juive et la culture israélienne ont une certaine influence. Et je vais vous amener au laboratoire, je vais vous donner quelques exemples de ce qui fait le succès de cette science israélienne. Alors la science doit être basée sur la remise en question permanente des idées reçues, de l'interprétation des données, essayer de construire une nouvelle théorie basée sur ces données à travers l'interprétation de résultats d'une expérience. Et ensuite tester si notre théorie est prouvable. Est-ce qu'elle est prouvée ? Y a-t-il des fissures ? Y a-t-il des faiblesses ? Peut-elle être critiquée ? L'étudiant israélien est très bien équipé pour ça. Il ou elle est naturellement argumentatif, même quand ils n'ont aucune connaissance. Le sujet de la chutzpah était très bien couvert dans le livre du Startup Nation, et je ne vais pas y revenir, mais je vais vous donner quelques exemples du laboratoire. Parfois, un nouvel étudiant vient m'expliquer un phénomène que j'étudie depuis 30 ans. Selon le principe israélien, que tout ce que vous savez, je peux faire mieux que vous. Bien sûr, cette idée en général est mauvaise et fausse. Et alors là, un autre avantage de la culture israélienne, c'est que je peux le remettre en place sans trop de formules de politesse. Et je dis, voyons, cela n'a pas de sens. Va apprendre, va lire ceci, lis cela, et reviens avec une idée plus intelligente. L'étudiant est parfois un peu offensé, mais la plupart du temps, il est mis au défi de vous montrer que tout ce que vous pouvez faire, il ou elle peut le faire mieux que vous. Et si vous avez bien choisi votre étudiant, vous profiterez de ces esprits jeunes, vifs et merveilleux. Après quelques années dans leur thèse, ils connaîtront vraiment leur sujet mieux que vous. C'est toujours mon but de trouver des étudiants qui seront meilleurs que moi et de qui je peux apprendre. Dans la science moderne, où tout évolue si vite, le seul moyen de garder l'avantage est de toujours apprendre. Vous savez que dans le judaïsme, il n'y a pas de sage, il n'y a pas de chacham, il y a le talmid chacham, un bon élève, un bon étudiant. Et comme a dit Rabbi Hanina, j'ai beaucoup appris de mes professeurs et plus de mes collègues et de mes étudiants plus que tous. L'étudiant israélien n'est en général pas intimidé par l'autorité. C'est une autre caractéristique dans laquelle ils excellent. Et je suis heureux car c'est comme ça que ça devrait être. Mes jeunes collègues ou étudiants me parlent d'égal à égal et l'autorité n'est jamais un problème quand nous voulons parvenir à une compréhension plus profonde et briser les nouvelles barrières de la connaissance. Pour un vrai brainstorming productif, tout le monde doit être égal. Il y a 2 semaines, nous sommes allés à une conférence en Allemagne. J'amène souvent de nombreux étudiants aux conférences parce que je veux qu'ils soient exposés aux dernières nouveautés, qu'ils présentent leurs travaux et reçoivent des critiques. Mes étudiants vont librement discuter avec tous les grands pontes, sans complexe. Par contre, lorsque des étudiants étrangers viennent me voir, ils sont généralement très intimidés. Ce qui me surprend toujours car je n'intimide personne de mon pays. Une de mes étudiantes a essayé de sélectionner sur la base de son résumé pour faire une présentation orale. Elle a fait une excellente présentation, parlant avec confiance, répondant aux questions. Et quand elle a conclu, elle a dit que c'était sa thèse de master. Tout le monde était surpris, étant sûr qu'elle était après son doctorat. Un autre aspect typique du laboratoire de recherche israélien, que les étudiants ont souvent des enfants,
ce qui donne une atmosphère très familiale qui n'existe pas dans la plupart des pays où on fait de la recherche. Bon, alors pourquoi est-ce que je vous raconte toutes ces histoires ? Eh bien, simplement parce que ces étudiants seront les scientifiques des prochaines décennies et leurs étudiants et grands étudiants seront les scientifiques dans les 70 ans à venir. D'après ce que je vois, à moins d'une catastrophe, l'avenir s'annonce prometteur puisque nous avons une nouvelle génération brillante, ce qui devrait permettre à Israël de garder son avantage dans les sciences et la technologie. C'est la fameuse culture qui va influencer la manière dont on fait la science. J'ajoute cependant une note de prudence. Une personne qui naît aujourd'hui deviendra un étudiant dans 25 ans, un scientifique dans 35 ans et prendra sa retraite dans 70 ans. Nous devons donc assurer que cette personne soit bien éduquée à l'école, au lycée, sinon toutes mes prédictions optimistes s'effondreront. Je vais vous donner maintenant quelques exemples tirés des sciences de la vie. Les sciences de la vie est un domaine où il est nécessaire d'avoir une vision à long terme, contrairement au high-tech où on peut faire des grandes avancées en temps très court. Ce qui correspond bien à la discussion d'aujourd'hui, puisque nous allons parler à long terme des décades à venir. Le développement d'un nouveau médicament, par exemple, est un processus très long. La découverte et la validation dans les modèles animaux et dans les essais cliniques humains peut prendre jusqu'à 30 ans. Israël a une des meilleures recherches au monde dans les sciences de la vie. 50% de la recherche à Weizmann est dans les sciences de la vie. C'est aussi une partie importante de la recherche dans les autres universités israéliennes. Nous apportons sur le marché un grand nombre de scientifiques très talentueux qui ne peuvent pas toujours trouver un emploi dans l'académie ou à l'industrie israélienne. Ce potentiel que nous avons d'avoir un impact en médecine, en agriculture et en biotechnologie est énorme et n'est pas suffisamment exploité. La solution n'est pas de produire moins de diplômés, mais d'avoir plus d'universités et plus de nouveaux TEVA et de petites et moyennes entreprises. Nous avons le potentiel humain et nous avons les idées. L'industrie de la biotechnologie est un marathon comparé au high-tech. Elle nécessite à la fois un soutien de l'État et des investisseurs qui doivent être patients et ne pas viser un retour rapide de leur investissement. Ces dernières années, nous avons vu l'émergence de nouveaux médicaments contre le cancer. 2 de ces médicaments proviennent de l'Institut Weizmann. Un développé par Zelig et Schrar est le concept de l'immunothérapie du cancer. Pendant de nombreuses années, le concept était que le système immunitaire ne peut pas combattre les cellules cancéreuses parce qu'elles ne sont pas des maladies infectives. Le système immunitaire attaque les corps étrangers, mais elles font partie de notre corps. Et parce qu'elles se divisent trop rapidement. Zelig a nagé contre le courant. Après 30 ans de travail acharné et d'échecs, il a montré que si les cellules immunitaires et les cellules cancéreuses sont extraites de l'organisme, il est possible, dans le tube, dans la Mafrena, il est possible d'entraîner les cellules immunitaires à reconnaître et détruire les cellules cancéreuses et à les réimplanter dans le patient. Plusieurs essais cliniques ont montré que le traitement est efficace dans de nombreux types de cancers. Zelig a reçu le prix d'Israël en médecine pour ce travail. Nous espérons qu'il obtiendra d'autres prix encore plus prestigieux. La société israélienne qui a obtenu les droits pour cette découverte a été vendue à une société pharmaceutique américaine, Gilead, pour 11 milliards de dollars. Un autre exemple, mon collègue Avigdor Schertz, qui travaille dans le domaine de la photosynthèse sur les plantes, a découvert, avec Yoram Salomon, que la chlorophylle peut être utilisée pour guérir le cancer de la prostate. Et la méthode est maintenant testée pour d'autres types de cancers. La chlorophylle est injectée dans le patient, dans son système sanguin, et un faisceau lumineux est projeté sur la tumeur. Cette excitation lumineuse fait que la chlorophylle émet des radicaux libres. Ces radicaux, dans la plante, sont normalement exploités pour la réaction de la photosynthèse, pour casser l'eau, émettre l'oxygène et fixer le carbone. Mais dans le sang, elle oxyde et brûle tous les vaisseaux sanguins autour de la tumeur, qui devient asphyxiée et résorbée en quelques semaines. Ce n'est pas toxique, car nous mangeons de la chlorophylle tout le temps, et seule la région de la tumeur est affectée. Ce travail a commencé il y a 25 ans et a été approuvé cette année en Europe comme nouveau médicament, comme nouveau traitement. Il n'est pas encore adapté par le FDA, mais ça devrait venir bientôt. La licence de cette invention a été accordée à une société française, Steba, propriété privée de la famille Harari. Ce sont juste 2 exemples qui montrent la vitalité de nos scientifiques
C'est possible d'avoir beaucoup d'histoires de ce genre et de construire une industrie florissante autour de telles inventions si seulement nous avons une vision à long terme pour ce type de recherche biomédicale. La médecine personnalisée est aussi une tendance importante de l'avenir. La plupart des médicaments que nous prenons ne sont pas efficaces ou ne sont efficaces que pour une fraction de la population. Pour d'autres, ils n'ont aucun effet ou même peuvent avoir des effets indésirables. Il est nécessaire de prédire comment nous réagissons à certains médicaments. Nous pouvons utiliser les données de notre génome, la séquence de l'ADN, ainsi que d'autres types de données. Les données du microbiome, et j'en reparlerai, sont de plus en plus importantes. Certaines tumeurs, par exemple, ça a été découvert aussi par un scientifique chez nous, ont une flore bactérienne spécifique qui rend la tumeur résistante à certains traitements. Là aussi, nos scientifiques sont à la pointe de la recherche. Une grande question est de savoir comment transformer les données en connaissances, le data en knowledge. Les nouveaux outils de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique ont un impact énorme, non seulement sur la voiture sans chauffeur, comme l'a envisagé Mobileye ici à Jérusalem, ou sur le jeu d'échecs ou de Go, ou en robotique, mais aussi en biologie. Il est maintenant possible d'apprendre à un ordinateur à analyser les données très complexes, prédire quel sera le traitement approprié. Les données peuvent être nos gènes, protéines, des métabolites ou des images. Les ordinateurs semblent être meilleurs que les médecins, dans certaines tâches, évidemment, pas dans toutes les tâches. J'espère qu'il y a des médecins dans la salle. Par exemple, en radiologie ou dans la diagnostic de certaines maladies oculaires, plusieurs expériences ont été faites montrant comment l'ordinateur arrive à avoir un meilleur diagnostic que le médecin. C'est l'occasion de dire que nous avons besoin de personnes formées en intelligence artificielle. Voilà, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous pouvez les pousser dans cette direction, car c'est clair que ça aura un impact énorme à tous les niveaux, y compris dans les sciences de la vie, en médecine et en agriculture. Il y a un manque d'experts en intelligence artificielle en Israël. Le futur de la recherche biomédicale ne sera pas seulement de soigner les maladies, mais de les empêcher. Ce sera un grand changement dans le caractère de la médecine. L'industrie pharmaceutique n'aimera peut-être pas ça. Pour être en bonne santé, nous avons besoin d'une médecine préventive plus forte. Nous avons besoin d'autres domaines qui ne sont pas directement liés à la médecine. Faire de l'exercice, respirer de l'air pur, l'environnement, avoir une bonne nutrition. Ici aussi, garder les gens en bonne santé sera une tâche personnalisée. Tout le monde est différent et a besoin d'un plan de santé personnalisé. 2 de nos scientifiques à Weizmann ont fait une percée dans le domaine de la nutrition personnalisée. L'un, Eran Segal, est un informaticien et l'autre, Eran Elinav, est un immunologiste, aussi médecin. Ils ont examiné notre réponse glycémique à la nourriture et ils ont constaté que chaque personne réagit différemment à divers aliments ou combinaisons d'aliments. Certaines personnes peuvent manger une glace et leur taux de sucre sanguin reste stable, monte à peine, tandis que pour d'autres, il monte affreusement, ce qui peut entraîner le diabète. Idem pour le pain ou les fruits. Ils ont ensuite recueilli beaucoup de données sur ces personnes, y compris des analyses sanguines, la tension, le poids, l'ADN, y compris les échantillons fécaux, où ils peuvent déterminer le microbiome de la personne. Alors, le microbiome, pour ceux qui ne savent pas, c'est notre flore intestinale. Nous avons autant de bactéries dans notre corps que nous avons de cellules à nous. Donc nous vivons avec environ 1 kg de bactéries, qui est un nombre énorme de cellules, qui influencent énormément non seulement comment nous digérons notre nourriture, mais aussi, j'ai mentionné les tumeurs, le cancer, le cerveau et d'autres types. Quand nous avons faim, souvent, c'est nos bactéries qui nous disent « Hey, c'est l'heure de nous nourrir ». Elles envoient un signal au cerveau, un signal chimique. Ok. Donc, j'ai fait partie de ces expériences et donc j'ai la chance de savoir comment je réponds à certaines choses, à certains aliments, au vin, à l'exercice. Ils ont aussi lancé une nouvelle société qui s'appelle Day2 et je crois qu'ils devraient faire partie des soins réguliers que chacun recevra dans l'avenir. Bon, je voulais parler de mon travail, mais je vais sauter. Non. Non.
Non, mais c'est pas. Bon, c'est pas grave, j'en parlerai en privé. Bon, enfin. Bon, j'ai mentionné beaucoup les applications, mais je ne veux pas donner la fausse impression que le but de notre travail en science est de faire des applications. Dans la plupart des cas, ce n'est pas ainsi que les grandes découvertes sont faites. Dans la plupart des cas, on veut simplement comprendre comment l'ADN est réparé, c'était mon travail, comment est-ce que le système immunitaire fonctionne, comment la photosynthèse marche. C'est comme ça que Newton voulait simplement savoir pourquoi la pomme tombe, ou comment on peut prédire le mouvement des planètes, et a fini par développer toutes les bases de la physique mécanique et du calcul différentiel. Donc, il y a une grande utilité dans le savoir inutile, en particulier quand on essaie de faire des plans sur 70 ans à venir. On ne peut pas savoir ce qui va être utile, il faut faire confiance aux gens, à leur curiosité, et de chaque grande découverte, il peut toujours y avoir des grandes applications. Je voudrais conclure sur un sujet très pertinent à notre sujet d'aujourd'hui, à savoir Israël dans 70 ans. Ce dont je veux parler, c'est du changement climatique. Le changement climatique est un problème mondial. Pour la Finlande, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Mais pour nous, comme c'est si souvent le cas, nous sommes à l'avant-garde du problème. Comme si notre situation géopolitique n'était pas déjà suffisamment mauvaise, nous sommes au front des régions qui vont être le plus touchées par les changements climatiques. Regardons encore 70 ans en arrière, la température moyenne a augmenté de 2 degrés en Israël. Si les choses se maintiennent à ce rythme, il y aura encore 2 degrés dans plus de 30 ans. Et dans 70 ans, personne ne sait. Les changements climatiques peuvent avoir des conséquences catastrophiques, changement du niveau de la mer, salination des couches d'eau, etc. Bien sûr, que peut-on faire? Israël est négligeable à l'échelle mondiale. Nous sommes un si petit pays, un petit peuple. Même si nous polluons, ça n'a que peu d'influence. Et nous polluons. Maintenant que nous avons trouvé du gaz naturel, nous allons le brûler allègrement et mettre plus de combustible fossile dans l'air. Et ce n'aura qu'un faible impact sur le monde. Alors c'est peut-être l'endroit où rappeler que nous devons être un membre responsable parmi les nations, promouvoir la recherche sur les énergies alternatives. Israël a commencé cette tâche et a vite arrêté après avoir trouvé du gaz naturel. Nous avons aussi raté l'opportunité de devenir des leaders dans les voitures électriques. Il nous faut maintenant non seulement être neutre en carbone, mais en plus séquestrer le carbone. Et c'est là où on a besoin de nouvelles inventions, faites par des chimistes, par des biologistes. Et non seulement ça a un effet global, mais ça aura aussi un effet local sur notre santé. Je vous ai parlé que pour être en bonne santé, ce qui devrait être le vrai but de la médecine, nous garder en bonne santé, plus que de nous soigner, il faut respirer un air propre. Est-ce que vous savez qu'il y a un jour de l'année où l'air est pur en Israël? Vous l'avez dit. C'est Yom Kippour. L'air pourrait être dans nos villes plus propre pendant toute l'année. Pour conclure, je crois que l'esprit israélien est parfaitement adapté au challenge des 70 prochaines années en sciences et en technologie. Son potentiel sera réalisé si nous avons un bon système éducatif. Alors, Israël sera en mesure d'apporter à ses citoyens et au monde un traitement contre les maladies. Dans 70 ans, le cancer sera probablement éradiqué et de nombreuses maladies cérébrales et dégénératives seront contrôlées. Notre nourriture sera plus saine et la nutrition adaptée à chaque individu sera améliorée. Et qui sait, la longévité pourrait être prolongée de sorte que certains d'entre nous seront ici pour vérifier toutes ces prédictions faites aujourd'hui. Enfin, j'espère que ce pays, avec sa croissance démographique dont nous avons parlé et le changement climatique, ne se transformera pas en une mégapole effrayante située dans un désert, mais gardera sa beauté biblique originale et que nos enfants et petits-enfants pourront profiter d'une vie paisible et saine. Ce n'est pas garanti, mais c'est faisable. Je voudrais signaler quelque chose de très important. C'est que nous avions projeté de faire une réunion préalable avec tous les intervenants du matin, de manière à ce que chacun n'empiète pas sur sa façon de démontrer
comment seront les 70 ans. Eh bien, pour des raisons de travail et d'indisponibilité, la réunion ne s'est pas faite, mais je vois que c'était vraiment pas nécessaire et que finalement, il y a un lien entre tous nos intervenants. Et merci beaucoup.